À vous. Allez, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, Véric. On va tout de suite accueillir donc nos 4 intervenants. Je vais vous demander donc d'accueillir Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui est là ce matin et qui va nous rejoindre. Isabelle Descloseaux, directrice des projets alimentaires de territoire chez Sodexo, Philippe Dupuis, le président du département du Gers, et Yves Madre, le président du think tank Farm Europe. Merci à vous de Madame la Ministre, Madame Descloseaux, Monsieur Dupuis ici et Monsieur Farm là. Pour que tout le monde en profite, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On va faire ce qu'on sait faire aussi sur les terrains de rugby, c'est-à-dire que ce soit viril mais correct, de manière à ce qu'on puisse échanger. Vous avez le droit de réagir évidemment au fil de l'eau. Et pour cela, je le redis, il y a les questions. Une fois n'est pas coutume, on a demandé à nos 4 intervenants de venir, et pour ouvrir ces débats, de venir avec 2 photos et qu'ils vont nous commenter pourquoi ces photos. On leur a demandé de sélectionner sur les 12 derniers mois un grand événement, un moment fort, qui a eu un impact notamment sur l'agriculture, et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui ces révolutions silencieuses, un fait méconnu qu'on n'a peut-être pas entendu, qui est passé sous les radars médiatiques, mais qui a eu un impact très fort sur votre activité. Je vais commencer avec vous, Madame la Ministre, si vous le voulez bien. Vous avez 2 photos, donc sur les 3. Voilà, bah écoutez, allez-y. Allez, est-ce que les micros marchent? Parce que là, il faut que ça soit... Voilà. C'est pas les bonnes. Alors, dans les photos qui sont affichées... Donc c'est pas les bonnes, c'est dommage. Ah, ça commence. Voilà. Quelles sont les autres photos? Attendez, il y en a peut-être d'autres qui arrivent. Alors, j'ai pas d'oreillette, hein, donc on l'a fait en direct. Bon, sinon, je peux vous dire ce qu'il y avait, puis c'est pas très grave. Je vais le faire avec la main. C'est celle-là. Voilà, exactement. Ça, c'est juste pour visualiser entre 2000 et 2100. Donc, c'est le phénomène profond, on va dire, qu'on connaît. Hein. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez visuel. C'est en gros comment évoluent les biogéographies en 50 ans. Et vous voyez en rouge, c'est en gros ce qui relève de la Méditerranée en termes d'évolution, on va dire, pédoclimatique. C'est forêt, hein, c'est pas agriculture, mais ça vous parlera parce que c'est la meilleure carte que j'ai trouvée en termes d'illustration. Le orange, c'est aquitain, le jaune, c'est atlantique, le vert, c'est continental, et le bleu, dans différentes couleurs, c'est le montagnard. Et donc, ça montre le phénomène, la puissance du phénomène de dérèglement climatique, et ça le montre sous un angle qui est risque et opportunité. C'est-à-dire, c'est pas seulement un risque, le dérèglement climatique, c'est aussi des opportunités, c'est surtout une transformation. C'est comme si on vous avait déplacé géographiquement dans une autre région et vous continuez à mener votre métier d'agriculteur. Et du coup, c'est comment on aborde ça. Alors, peut-être slide suivante, si vous... Donc la deuxième photo que vous avez choisi d'amener. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, à la fois c'est aussi un phénomène sur la durée. On prend l'exemple d'une production qui est très française, le blé tendre d'hiver. On regarde le niveau de rendement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'on a compris que c'était raisonnablement stable, légèrement haussier. Ensuite, on voit de manière très nette la révolution verte et la manière dont les rendements ont progressé. Et vous voyez le plateau qui correspond à la montée de l'impact du dérèglement climatique, et surtout, vous voyez la variation. C'est-à-dire que les éléments rouges, c'est lié à la sécheresse et à l'écrasement des rendements, mais vous avez aussi des points très hauts qui illustrent cet impact du dérèglement climatique et la zone dans laquelle on est, qui est une zone de turbulence. Et la suite, c'est la projection après, c'est qu'est-ce qu'on prépare devant nous, avec une flèche sud qui dit, quand on est en dessous, grosso modo, d'une ligne qui est en dessous du Pas-de-Calais, c'est pas, je n'y peux rien, on est en rendement descendant, et quand on est au-dessus de cette ligne, il est possible qu'on soit en rendement qui continue à progresser légèrement. Et donc, c'est une autre illustration de ce qui est en train de se jouer. Ces 2 diapos,
Ces 2 diapos, elles proviennent des travaux du docteur Zaka et je ne peux pas vous les communiquer parce que c'est sa propriété personnelle, mais je trouve qu'elles sont très intéressantes pour donner à voir le phénomène auquel aujourd'hui on fait face et nous permettre de dézoomer et de nous dire on est certes en zone de turbulence, mais ce qu'il faut préparer, c'est comment on crée les conditions d'une agriculture face au dérèglement climatique en changeant quand même beaucoup de choses. Et cette troisième photo, Madame la Ministre, que vous avez amenée, est-ce qu'on peut la voir? Je ne sais pas si elle est prête en régie. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la fameuse ligne qui dit évolution géopolitique mondiale du blé. Au-dessus de la ligne, au nord, il y a plutôt un effet positif du CO2 qui prend le dessus sur les sécheresses et les fortes températures. Et au sud, c'est l'effet des sécheresses qui prend le dessus sur l'effet positif du CO2 sur le blé. Et donc, ça donne une idée de ce qui est en train de se jouer. Merci beaucoup. Alors, même exercice avec vous, Yves Matt. Je rappelle, vous êtes le président du think tank Farm Europe. Vous êtes venu avec 2 photos, l'événement qui vous a marqué et celle où l'événement qui est passé sous les radars, que vous voulez commenter ce matin. Allez-y. Alors, l'événement qui a marqué, qui ne m'a pas spécialement uniquement marqué, mais qui a marqué, à mon sens, ces dernières années. Et c'est pas parce que c'est un canon de beauté, hein, je vous le dis de suite, c'est l'élection du président Trump. C'est un point pour l'Europe qui fait je pense, on est en train de vivre une accélération du temps en ce qui concerne une Europe qui est rendez-vous avec elle-même. Maintenant, la question est réellement posée, et on se la posera ce matin, c'est est-ce qu'elle saura être à son rendez-vous à temps en matière, certes, de défense, en matière d'alimentation, en matière d'énergie, en matière de plus d'Europe, de plus d'actions communes pour être plus forte. Et là, sur l'ensemble de ces points, il y a des interrogations, des gros points d'interrogation en face qu'on va évoquer, je pense, ce matin. Mais c'est un élément majeur pour nous. La deuxième, c'est simplement un chiffre. 25%. 25%, c'est une autre question. Est-ce que l'Union européenne saura être cohérente avec les décisions qu'elle a déjà prises? Si on prend l'ensemble des décisions qui ont été votées par les conseils des ministres des États membres de l'Union européenne et le Parlement européen en matière de transition écologique sur l'ensemble des secteurs pour lesquels la transition se fera par la bioéconomie, plastique, bâtiment, textile, énergie, carburant, l'ensemble des décisions qui ont été prises, ce n'est pas ce qui viendra, mais ce qui a été pris, amène à un besoin de biomasse en augmentation de 25% par rapport entre maintenant et 2050. 25% de plus de production agricole. Est-ce qu'on saura le faire ou est-ce qu'on troquera simplement une dépendance aux fossiles contre une dépendance aux importations de biomasse? On nous parle de souveraineté depuis Covid et la guerre en Ukraine. Le mot souveraineté, on le trouve partout, c'est le mot maître. Est-ce que c'est qu'un mot ou bien est-ce que ce sont des actions? Eh ben, on va essayer d'y répondre ce matin. Merci beaucoup Yves Madre. Je me tourne vers vous Isabelle, puisque on est là avec vous. Isabelle Descloseaux, je rappelle que vous êtes la directrice des projets alimentaires de territoire chez Sodexo. Le micro fonctionne. Vos 2 images marquantes et celle qui nous a peut-être échappé. La première image marquante, c'est celle en haut au milieu, d'une session en fait qu'on organisait avec nos clients collectivités territoriales en région lyonnaise, de pêche dans les étangs de la Dombe, de pêche à la carpe. La carpe, c'est un produit qui n'est pas forcément connu de la part de nos clients. Les étangs de la Dombe, c'est un élément, on va dire, important du paysage alentour lyonnais. La carpe fait également partie en fait du PAT de la Dombe. Donc les élus de la communauté de communes de la Dombe en fait ont imaginé en fait que la carpe puisse avoir un rôle central en fait dans ce PAT. Et la carpe, en fait, c'est un projet sur lequel Sodexo s'est penché il y a 2 ans maintenant, en vue de diversifier les sources de protéines et accompagner les filières locales.
C'est une filière qui est particulièrement en difficulté depuis quelques années, eu égard à ce que Madame la Ministre évoquait à l'instant, au réchauffement climatique. Et on a choisi de sensibiliser nos clients justement à ce réchauffement au travers des aléas que pouvait vivre cette filière. Il y a 2 ans, par exemple, en fait, la sécheresse a fait que 70% de la matière première carpe est morte en étang. Et il y a des vrais sujets, on va dire, de sensibilisation de nos clients, en fait, face à cette fragilité, on va dire, de la ressource locale. Voilà. Donc vous avez au sein de cet étang, en fait, certains de nos clients qui ont chaussé les bottes et le ciré pour aller récupérer, pêcher les carpes et ensuite les trier. On utilise ces carpes aujourd'hui en restauration collective, en fait, sous format quenelle de carpe à destination des enfants, mais aussi des adultes. L'autre photo, donc l'autre photo qui concerne en fait plutôt la révolution silencieuse, c'est une ensacheuse. Donc c'est un matériel qui est arrivé il y a quelques semaines chez un de nos partenaires producteurs, Christian Hubert, en région francilienne, dans les Yvelines particulièrement. Et c'est un élément, alors parce qu'en plus de l'ensacheuse, il y a également un outil de tri qui a été mis en place. Et c'est un élément qui fait écho à l'utilisation des produits locaux en restauration collective qui passe forcément par la mise en place en fait de matériel de tri, de matériel de transformation et d'une ensacheuse, puisque Christian Hubert, qui fédère un collectif de 30 producteurs, ensache pour ses producteurs et permet à chacun de ses producteurs en fait de bénéficier d'une étiquette qui est à son nom pour qu'en fait chacun soit reconnu dans son circuit de distribution, que ce soit restauration collective ou magasin spécialisé. Voilà, donc c'est un élément particulièrement important et attendu par ce collectif de producteurs franciliens. Merci beaucoup Isabelle. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur le Président du département du Gers, Philippe Dupuy. Prenez votre micro. Vous avez choisi également 2 photos. Quel est l'événement qui vous a marqué, que vous voulez nous partager ce matin? S'il vous plaît, on va juste écouter la réponse. Incontestablement, l'événement qui a marqué ces 12 derniers mois, c'est la mise en place d'une nouvelle chaîne d'abattage à l'abattoir d'Auch, qui a permis de conforter un abattoir qui connaissait quelques difficultés. Et qui a permis surtout aussi à faire que les producteurs, notamment de porc, ovins et caprins, puissent avoir à proximité un abattoir, alors qu'ils étaient obligés jusqu'à aujourd'hui, on va dire, de faire plusieurs dizaines, voire quelquefois centaines de kilomètres pour aller faire abattoir leur production dans d'autres départements. Donc c'est une question essentielle du maintien de cet abattoir, qui était le dernier dans le département, et qui est le dernier dans le département, qui est le seul. D'abord parce qu'il y a une économie autour de ça, bien évidemment, et puis faire en sorte que les producteurs puissent trouver vraiment à proximité l'outil nécessaire. Voilà. Donc voilà, c'est un projet aussi, on va dire, exemplaire au sens où il a réussi à mettre en commun, on va dire, et à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, que ce soit les producteurs, bien évidemment, qui ont participé très activement, mais après l'ensemble des partenaires, l'État, la région, le département, et la quasi-totalité des EPCI. Bien sûr. L'autre image que vous avez choisie, que l'on n'a pas forcément nous vue. Alors l'autre image illustre la mise en place de notre plan alimentaire territorial, qui se décline notamment au travers de l'alimentation dans nos collèges. Donc l'image qui est projetée, c'est donc une cuisine dans un de nos collèges. Depuis 2009, le département s'est engagé pour augmenter, on va dire, la qualité des repas servis dans les collèges, et notamment avec l'introduction de produits agricoles le plus possible locaux, bio, mais dans tous les cas locaux et de bonne qualité. Et la deuxième marche, on va dire, de cette volonté s'est traduite par la mise en place d'un projet alimentaire territorial depuis 2019. Et l'idée, bien évidemment, comme ça a été peut-être dit par la précédente intervenante,
c'est de mettre en relation la production et la consommation, donc les producteurs et les consommateurs. Donc avec diverses actions qui ont été initiées pour les consommateurs, mais bien évidemment aussi pour les producteurs. Très bien, merci beaucoup. Les photos, maintenant, on les a vues. Dans un instant, on va rentrer dans le premier thème qui va être pourquoi planifier. Mais avant cela, une petite vidéo de ce qui vous attend chez les jeunes agriculteurs cette année. C'est la thématique ce matin des terres innovantes. On regarde. Voilà, donc ces terres innovantes. Alors, je vous informe également que le fonds de dotation, notez-le, est d'ores et déjà heureux d'annoncer que les prochaines rencontres auront lieu entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Ça se passera à Colmar, à Angers, à Montpellier et à Vesoul. Et l'appel à projet est ouvert à tous. Alors, n'hésitez pas à proposer vos événements, bien sûr. On en vient à cette question. Pourquoi planifier? Alors, on le sait, dans un contexte plutôt incertain, hein, c'est moins qu'on puisse dire, que l'on vient de décrire, dont on va parler. Penser long terme est plus que jamais vital. Et pourtant, la planification fait parfois peur, semble même déconnecter des réalités du terrain. On va vous poser des questions dans un instant, mais d'abord une interpellation par l'un d'entre vous. On l'écoute. Bonjour, moi c'est Rémi Dumas, je suis agriculteur d'un département de l'Hérault en région Occitanie, environ 30 hectares de vignes et un petit élevage de brebis laitières en production fromage et yaourt vente directe. Je suis aussi le président des jeunes agriculteurs du département. À l'occasion du congrès des jeunes agriculteurs dans le Gers, j'ai introduit la partie sur le changement climatique de cette table ronde. Partout depuis quelques années, et en particulier dans notre région d'Occitanie, nous subissons les changements climatiques. Nous passons de la sécheresse aux inondations, du coup de chaud au gel et en passant bien sûr par les épisodes de grêle. Nous nous adaptons comme nous pouvons sur nos exploitations à travers notamment l'irrigation et le goutte à goutte qui permet d'économiser et d'optimiser l'eau. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Quelles sont vos propositions pour adapter nos cultures, nos élevages au changement climatique en restant résilients, en restant compétitifs et avec des exploitations durables? Je vous remercie. Merci pour cette question qui introduit cette thématique. Madame la ministre, que faites-vous pour permettre l'adaptation au réchauffement climatique? On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, premier élément, et c'était les photos d'introduction, c'est de montrer que l'impact du dérèglement climatique, c'est un impact qui est très profond et qui est probablement aujourd'hui un des éléments, si ce n'est le premier élément, de réduction du revenu des agriculteurs. Et on le voit, nous, dans les crédits d'urgence qu'on déploie, c'est-à-dire que ces crédits d'urgence, ils sont passés de quelques dizaines de millions d'euros il y a 10 ans
à quelques centaines de millions d'euros aujourd'hui et on tape assez régulièrement le milliard chaque année. Ça dépend des événements auxquels on fait face. Le deuxième élément, c'est que c'est un élément qui impacte le revenu des agriculteurs, mais ça impacte aussi le pouvoir d'achat des Français et donc leur capacité à consommer. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir à l'Europe, mais le prix de la vanille, le prix du cacao, donc du chocolat, tous ces cultures qui sont aujourd'hui en difficulté entraînent un accroissement du prix des matières premières alimentaires et donc forcément ça se répercute sur toute la chaîne et ça aussi va être, ça va limiter les débouchés collectivement. Donc comment on agit par rapport à ça ? La planification, elle est évidemment essentielle. On prenait au début l'exemple des décisions de l'État qui veulent augmenter de 25% la biomasse sur le plastique, pour répondre à un certain nombre de besoins. Mais si d'un côté, vous avez toute des filières qui s'organisent pour avoir 25% de plus de biomasse, enfin qui attendent que les agriculteurs produisent 25% de biomasse et que de l'autre côté, c'est pas organisé, en réalité, on sera dans une impasse. Même chose pour l'eau. On sait très bien qu'on va avoir des besoins d'eau croissants. Moi, j'habite dans un département où l'irrigation n'était pas un sujet. Et je sais que je vais devoir mettre en place de l'irrigation. Parce que pas d'eau, pas de culture. Et donc, ça va être des besoins croissants dans un monde où on sera en besoin décroissant. Vous diriez qu'il faut une planification contrainte, subie, voulue ? Mais en fait, déjà, il faut poser les sujets. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on ? Lorsque on parle de biomasse, moi j'ai, en tant que ministre de la Transition énergétique, fait tourner 3 fois le modèle en disant, vous industriels, vous me demandez de produire 3 fois plus de biomasse que ce que mes modèles agricoles me permettent de produire raisonnablement à horizon 2050, en imaginant qu'on fait plus de haies, qu'on fait de l'agroforesterie, qui est quand même pas le truc le plus répandu ou enthousiasme, enfin développé aujourd'hui, que l'on fait des couverts végétaux toute l'année, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ça ne marche pas. Donc la planification, c'est d'abord commencer par mettre les besoins d'un côté et vérifier que l'offre et la demande se rencontrent et mettre en évidence les impasses. On l'a sur l'eau, les impasses on les voit, c'est-à-dire que les besoins d'eau à culture égale sont en train d'exploser et la capacité à y répondre est en train de diminuer. Donc ça veut dire que d'un côté, il va falloir avoir des cultures qui sont moins exigeantes en eau et de l'autre côté, il va falloir mettre en place des moyens de stockage d'eau et de restitution de l'eau plus importants. Et c'est comme ça qu'on ajuste. Non mais... Et la planification, elle est donc ni contrainte ni voulue, elle est surtout d'anticiper à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, les grands phénomènes par rapport auxquels face auxquels on doit faire face, avec les grandes masses. Et les grandes masses, elles sont nationales, mais ensuite, si on les travaille pas au niveau des territoires, ça ne marche pas. C'est-à-dire, je ne peux pas dire dans les grandes masses, nationalement, j'ai besoin de 10% plus d'eau, donc je vais demander aux industriels ou à d'autres corps de métier de faire des efforts, parce que ce qui se passera dans l'Aude n'aura rien à voir avec ce qui se passera dans le Nord. Je passe la parole à Philippe Dupouille. Cette planification, Agnès Pannier-Runacher disait qu'elle doit être à plusieurs échelons. Vous êtes d'accord avec ça? Et comment la rendre efficace, acceptée par tout le monde? Moi, je pense effectivement cette planification, même si elle génère toujours quelques craintes, et c'est naturel, elle doit effectivement se décliner dans les territoires. Parce que, comme l'a dit Madame la Ministre, les besoins ne sont pas identiques selon les territoires. Donc, elle doit se décliner dans chaque territoire, au plus près et en concertation, bien évidemment. Et c'est tout le travail qui est mené au travers du SAGE que porte le département et qui a réuni plus de 3000 personnes qui se sont intéressées à cette question de manière à identifier à la fois les besoins et voir comment y répondre. Donc c'est une façon aussi de planifier, de se projeter dans l'avenir. Je voulais poser cette question également à vous, Yves Madre. Donc, cet échelon, vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, l'arrivée et l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'aujourd'hui, cette planification agricole, comment vous la voyez? Comment vous la définiriez? Et comment la rendre acceptable, en tous les cas, potentiellement réalisable dans un délai
Pas court, mais on aimerait bien. Alors, tout d'abord, vu de l'échelon européen, le terme planification interroge dans les autres États membres. La France est réputée un pays libéral. Les personnes ne comprennent pas la traduction du terme planification, c'est un peu délicat. Si ce que je comprends aujourd'hui derrière planification, c'est se dire nous avons des défis, nous nous fixons des objectifs et nous mettons en place des outils, des boîtes d'outils, des possibilités pour les entrepreneurs d'agir pour atteindre ces objectifs, effectivement, là, je pense qu'on y est et on peut être sur la bonne voie. Le pas de temps est court. 25% en 2050, 13% en 2030. C'est demain, 2030. Il est faisable. Il est faisable dès lors, et ce ne sont pas simplement des mots, nous avons repris plusieurs mois d'études, on a fait tourner les ordinateurs pour voir précisément qu'est-ce qu'il nous fallait en termes de type de production, en termes d'augmentation. Il nous faut retrouver un chemin de croissance de productivité, où la productivité est un mot noble quand on parle de production durable, et ça veut dire derrière, effectivement, un mur d'investissement à franchir, et les agriculteurs ne le feront pas seuls, car il faut mettre en adéquation les besoins industriels, qui parfois sont des intentions. Il faudrait peut-être penser à passer de l'objectif à des mandats progressifs pour permettre précisément aux acteurs économiques d'investir, qu'ils soient agriculteurs ou entreprises de transformation. Donc de l'investissement, de la gestion des risques et des crises. Effectivement, Madame la Ministre, vous avez mentionné le sujet, et il y a une responsabilité de prise, de reprise de responsabilité quand le risque devient une crise profonde. Mais quelque part, aussi bien la transition que les risques et les crises, elles ne sont pas nationales. On doit s'interroger effectivement sur le bon échelon d'action. Et je pense que les crises ne connaissent pas les frontières européennes. L'échelon européen est un échelon majeur en la matière. Et ensuite, l'échelon local, l'échelon de l'entrepreneur, l'échelon de l'agriculteur est aussi un échelon très, très important. Et puis, quelque part, dernier point, la formation. C'est bien d'investir dans le matériel, c'est bien d'investir dans les fermes, investissons aussi dans l'humain. Réaction, Madame la Ministre. Petit rebond très rapide. Sur l'Europe, je ne partage pas votre avis, puisqu'ils sont en train d'imaginer des planifications notamment ou des plans sur l'eau. J'en discutais avec la commissaire européenne très récemment, et pour eux, c'est bien cette vision d'anticiper les différentes projections. Et deuxièmement, à quoi ça sert la planification? C'est exactement ce que vous disiez. L'Europe crée quelque chose en disant qu'il va falloir faire plus 25%. Donc c'est formidable, on est linéaire, on va faire plus 25% de biomasse. Nous, on a fait tourner les modèles, comme je le disais, et dans notre propre trajectoire, c'est plus 15% en 2050. Et pourquoi c'est plus 15%? Parce qu'on a travaillé en disant, à un moment, ce qu'on est en train de construire comme trajectoire ne tient pas. Elle ne résiste pas au réel. Elle ne résiste pas à la réalité du rythme de transformation que l'on voit dans certains secteurs. Et donc, si le secteur de l'aviation veut du biocarburant, c'est super, mais il ne faut pas qu'il compte sur les agriculteurs pour produire tout ce qui va venir, parce que c'est tellement énorme que ça ne marchera pas. Et donc, ils doivent prendre leur partie du boulot, qui consiste à avoir des moteurs qui consomment moins. Et on répartit l'effort. Et c'est ça la vraie planification. Celle qui fonctionne, c'est celle qui oblige à se confronter au réel et à regarder par rapport à des plans projetés où on raconte que tout va très bien se passer et qu'on sera en croissance permanente, qui permettent de dire où sont les hiatus et chacun de retrousser les manches et de dire ah bah oui, là il y a un problème sur l'eau, ah bah oui, là il y a un problème sur les intrants, là il y a un problème sur les engrais, là il y a un problème sur la souveraineté au sens où on n'arrive plus à nourrir certains pays qui sont stratégiques pour nous d'un point de vue géopolitique, le Maghreb au hasard. Ces sujets-là, si on ne les prend pas maintenant, alors qu'ils vont nous tomber dessus en 2030, 2035, 2040, effectivement on sera en crise. Si je vous me tourne juste un point, Yves Madrin.
Rapidement. Puisque Madame la ministre mentionne, effectivement, vous avez mentionné l'eau, par exemple. La stratégie, la proposition de la Commission est tombée. Elle est éminemment lacunaire, et notamment quand on parle d'agriculture. Et l'Europe, ce n'est pas l'Europe en tant que telle. L'Europe, c'est la décision prise par les États membres et le Parlement européen. C'est quelque chose qui me semble important à avoir en tête. L'Europe, c'est quelque chose de noble si on la construit en responsabilité. Isabelle, dans la restauration collective, cette notion de planification, est-ce que ça a un intérêt, ça dit quelque chose? Alors, comme le disait Monsieur Mad, nous on investit en restauration collective en fait sur l'humain et avec notamment la professionnalisation, la pédagogie qu'on peut avoir à destination de nos convives, des convives de la restauration et de nos clients. La planification, Madame la Ministre, vous le disiez, c'est revenir en fait au naturel et reprendre conscience du rythme de vie du produit. Et déjà ça, c'est un travail énorme. Expliquer aux collectivités territoriales qui sont nos clients que la vache, en fait, il y a plusieurs types de morceaux, que si on s'arc-boute, entre guillemets, à ne vouloir que prendre des sautés et qu'on n'a pas un travail spécifique sur les morceaux arrière, en fait, il va se passer quelque chose, c'est que ça va être complètement déséquilibré et à un moment donné, quelqu'un va devoir payer ce déséquilibre. Donc ça, revenir au vrai rythme de vie du produit. Vous l'évoquiez, Monsieur Matt, c'est aussi des prises de risques. Hier, j'étais à un groupe de travail alimentation durable à Montpellier. Donc, c'est un groupe de travail expérimental avec nombre de responsables de la restauration collective locale. Et on travaille depuis 2 ans avec ce groupe de travail sur la mise en place en fait de filières à bas niveau d'intrants sur le territoire et notamment hasard du reportage vidéo avec des producteurs, en fait, des viticulteurs qui ont accepté depuis 2 ans de mettre en production des lentilles et de l'épeautre. Et hier, alors qu'on s'est organisé, que l'ensemble des acteurs de la restauration collective locale, les cuisines centrales en autogestion et en gestion concédée se sont organisés pour planifier justement des volumes de consommation, en ont déjà consommé l'année dernière. Hier, on nous apprend qu'il n'y aura pas de lentilles l'année prochaine parce que les producteurs en fait, ont besoin de faire un arrêt sur image et de réfléchir en fait, à leur futur modèle de production. Et ça, j'allais dire, dans ce qu'on avait imaginé de planification en fait, qui puisse fonctionner, ça a été un gros coup de frein, tout le monde s'est étonné. Et vous le disiez, Monsieur Mad, la notion en fait, de prise de risque. Voilà, la planification, c'est d'abord prendre conscience qu'au milieu de tout ça, il y a des gens qui vont prendre des risques en fait, à accompagner ces transitions, faire cet arrêt sur image et comprendre en fait en granulométrie quel va être leur besoin. Voilà, les agriculteurs, ils ont besoin de réfléchir à leur futur modèle économique. Ils savent produire de l'épeautre, ils savent produire des lentilles, on sait en consommer, mais ça vient effectivement mettre un petit peu en branle leur organisation et leur typologie d'exploitation. Je vous propose, on va continuer à dérouler parce qu'après il y aura toutes les questions qui nous arrivent. Vous avez le numéro qui s'inscrit, vous n'hésitez pas à les envoyer. Elles sont réceptionnées et on les lira tout à l'heure. Avant de parler de la souveraineté alimentaire en tant que telle, qu'est-ce que ça veut dire ? Autre événement des JA, demain je serai paysan, on regarde cette vidéo et on introduit après les enjeux de la souveraineté. À tout de suite. Et si on semait des vocations dès aujourd'hui ? Depuis plusieurs mois, nos outils pédagogiques sillonnent les régions. Des présentations en local, des échanges. Une dynamique collective est lancée. Nos outils vous ont plu ? Alors équipez-vous. Nous lancerons notre première commande groupée dès la semaine prochaine. Surveillez vos boîtes mail. Et si vous n'avez pas pu assister à la présentation dans votre région, ne manquez pas notre webinaire de présentation le jeudi 19 juin à 14h30. Ensemble, cultivons des vocations. Voilà, pour demain je serai paysan. On en vient donc à cette séquence sur la souveraineté alimentaire. On en parle, c'est le mot qui revient, le slogan. Que mettez-vous concrètement derrière cette notion ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Au cœur de tous ces enjeux, il y a la souveraineté, évidemment, la dépendance aux intrants, aux énergies fossiles, aux importations. La liste n'est pas finie. La question est de savoir comment se détacher de ces dépendances sans compromettre la production nationale et la sécurité alimentaire. Avant de vous entendre, même chose que tout à l'heure, c'est d'abord vous qui avez la parole et qui posez quasiment la première question. On écoute. Bonjour à tous, Michael Joseph, jeune agriculteur installé sur la commune de Lens, juste à côté de Pau.
Depuis 2023, j'ai 24 ans et donc c'est une reprise d'exploitation familiale derrière mon père. Donc une exploitation en polyculture élevage. Nous exploitons avec une SAU de 230 hectares, dont 170 hectares de terres cultivées et le restant étant des prairies, des packages et de la jachère et du bois. Sur l'exploitation, l'irrigation est un sujet très important puisqu'elle représente environ la moitié de la surface et elle nous permet d'assurer des récoltes tant en qualité qu'en quantité. Mon projet d'installation s'est porté notamment sur la création d'un cheptel de vaches allaitantes de race Bazadès, donc que vous avez juste derrière moi. C'est un élevage que je souhaite conduire à 100% vente directe et dans le cadre de cette activité, je recherche une autonomie complète vis-à-vis de l'alimentation de mon troupeau. Donc pour ce faire, nous avons des prairies de fauche, des packages et nous passons au troupeau également du maïs sec mis en farine et en boudin et du soja que nous cultivons également sur l'exploitation, que nous faisons toaster par la Cuma 640 et que nous passons ensuite à l'aplatisseur à grains. L'autonomie alimentaire de mon troupeau est un point essentiel pour moi car il me permet de maîtriser l'ensemble des charges d'alimentation pour mes bêtes. Et c'est également un point clé dans le cadre de la vente directe car j'assure aux consommateurs une viande produite avec de l'aliment de qualité et d'exception fait en France, je dirais même localement sur les communes avoisinantes. Cette autonomie me tient énormément à cœur, cependant je la questionne au quotidien sur mon exploitation, notamment sur la question du soja, quand on sait qu'un soja importé OGM me reviendrait beaucoup moins cher que le soja produit sur ma ferme qui est de bien meilleure qualité. Et d'après vous, quels sont les différents leviers à notre disposition pour aller chercher l'autonomie alimentaire sur nos exploitations ? Madame la ministre, la question est directe aussi. Quel levier pour une autonomie sur l'exploitation ? Alors, peut-être juste dire ce qui est la souveraineté alimentaire vue de la fenêtre du gouvernement. Je pense que c'est important. La souveraineté alimentaire, c'est pas seulement la capacité à nourrir nos populations, c'est aussi assumer une responsabilité de sécurité alimentaire d'un certain nombre de zones du globe dans lesquelles nous avons des intérêts stratégiques. C'est-à-dire que nous assumons une vocation exportatrice parce que c'est aussi un élément de stabilité géopolitique et de stabilité de protection des Françaises et des Français, des Européens et des Européennes. Je pense que ça, c'est important et c'est d'ailleurs dit noir sur blanc dans la loi d'orientation agricole. Deuxième élément, une fois qu'on a posé ça, c'est très sympathique, mais effectivement, on a une grosse dépendance aux énergies fossiles, 60%. Ceci étant posé, on a quand même des capacités de production énergétique en France qui sont loin d'être ridicules. On a des filières qui existent. On est parmi les leaders mondiaux dans ces matières-là. Et être autonome, ça ne veut pas forcément dire tout faire chez soi. Ça veut juste dire faire une grosse partie chez soi et maîtriser les technologies qui sont attachées. Et ça veut dire derrière, maîtriser son risque au niveau des importations, c'est-à-dire pas dépendre d'un seul pays, pas dépendre d'un seul type d'exportateur, parce que sinon, effectivement, ça peut se renverser très vite. Pas une seule route commerciale. Diversifier son risque. Si on a ça, on est raisonnablement souverain. Et typiquement, ce qui explique que les 60% de fossiles vont être remplacés par 60% d'énergie produite en France, c'est faux. Je veux dire, c'est absolument impossible. En revanche, on sait faire 100% d'électricité en France et on sait faire une partie de l'électricité qui n'est pas seulement 50%, 30% je veux dire de notre mix énergétique, mais qui est 50% de notre mix énergétique. Donc on est capable d'aller beaucoup plus loin sur l'énergie. Là où ça commence à se corser, c'est sur les protéines et c'est sur un certain nombre d'intrants. C'est pour ça qu'on a lancé différents plans protéines, plans sur les fruits et légumes, et que là, on retrouve le sujet de la planification. C'est qu'est-ce qu'on propose aux agriculteurs en termes de sécurisation de revenus, de transformation de leur itinéraire technique et d'investissement ou d'aide à l'investissement dans la mise en œuvre de leur transformation, et comment on sécurise aussi leurs débouchés de l'autre côté. Mettre en place une filière pois chiches ou mettre en place une filière lentilles, c'est pas si simple.
Moi, je sais que mes collègues ont travaillé des années sur la filière de blé pour fabriquer des pâtes. Bon, c'est pas non plus un succès échevelu, hein. Donc, il faut que, voilà, c'est là où il y a une combination monde agricole, État et Europe, avec une PAC qui soit capable de financer cette prise de risque au-delà de le seul financement à l'hectare, au seul financement à l'installation. Monsieur Dupuy, vous êtes d'accord avec ça, mais vous, votre définition de cette souveraineté alimentaire, ça passe par un retour aux productions locales, mais on comprend que les enjeux sont bien au-delà, évidemment. Alors je crois qu'effectivement la souveraineté alimentaire c'est pas simplement un slogan, ça ne doit pas rester un slogan, c'est un cap qu'il faut se fixer pour que tout un chacun trouve son compte, et notamment bien sûr le milieu agricole. On est dans un contexte particulier, un petit peu mouvant sur le plan géopolitique, énergétique, climatique. Et je pense que ça nous oblige à reprendre la main un petit peu sur un certain nombre d'outils de production. Et pour y parvenir, me semble-t-il, on a quelques leviers qui peuvent paraître intéressants. D'abord, comme ça a été dit, effectivement, relocaliser certaines productions et certaines filières. Alors ça suppose effectivement de réinvestir notamment dans des outils de transformation, dans le foncier, dans les circuits courts bien évidemment. C'est aussi accompagner la transition agroécologique, et ça a été dit également, c'est soutenir l'installation et la transmission. On a un vrai souci, et c'est peut-être avec des questions d'eau, etc. Là, je pense que la question de la transmission est un vrai sujet. Dans le Gers, nous avons 2 installations pour 15 départs à la retraite. Donc c'est vraiment, il y a une inquiétude. Et pour garder cette autonomie aussi, on a besoin d'agriculteurs, bien évidemment. Et je pense qu'il y a un autre sujet, c'est reconnaître la valeur de l'alimentation. Je crois qu'on a un vrai sujet de reconnaissance de la valeur de l'alimentation. Ça veut dire que ça passe par de la formation, ça veut dire que ça passe par de la pédagogie, ça veut dire que ça doit passer aussi par une commande publique qui doit être exemplaire, bien définir les choses de manière à ce que, parce qu'in fine, ce qui est important bien évidemment pour nos agriculteurs, c'est qu'ils aient une certaine sécurité, voire même une grande sécurité économique. Il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser. Donc pour ça... Et on les accompagne comment ? On les accompagne au travers. Alors chacun, bien évidemment, a des compétences qui lui sont propres, et les compétences du département en matière agricole, bien évidemment, sont relativement modestes, voire quasi inexistantes. Pour autant, au travers d'un plan alimentaire territorial, par exemple, oui. Rien que sur les cantines des collèges, c'est un peu plus d'1,5 million d'euros qui sont destinés, on va dire, à l'alimentation durable et donc aux produits locaux qui sont achetés donc chez nos agriculteurs, chez nos producteurs. Isabelle Descloseaux, je me tourne vers vous. Cette souveraineté alimentaire, même question du côté de la restauration collective, un géant comme Sodexo, ça veut dire quoi aussi de ce côté-là, et qu'est-ce que vous en attendez ? Je rejoins Monsieur Dupuy, c'est de la sensibilisation, en fait en local, de la sensibilisation des acteurs. La restauration collective, en fait, elle a la capacité, en fait, de toucher les enfants, de toucher les parents, de toucher les collectivités territoriales. Et la souveraineté alimentaire, c'est d'abord, en fait, la capacité, on va dire, des acteurs du territoire, de ces mangeurs du territoire, à comprendre ce qui se passe localement, de comprendre comment est-ce que ça se produit, et, j'allais dire, plus que ça, être fiers, en fait, de ce qui se produit sur les territoires. Voilà. Nous, c'est ce qu'on cherche véritablement en fait à transmettre au travers de la restauration collective. C'est vraiment en fait de faire ce travail de pédagogie et d'acculturer en fait l'ensemble des convives et des autres parties prenantes à ce qui se produit sur le territoire et à la vérité en fait de ce qui se produit sur le territoire pour souvent démystifier des a priori qu'on pourrait entendre et surtout en fait de valoriser. On l'a vu, le producteur en fait la volonté on va dire d'avoir une alimentation autonome pour son troupeau, c'est quelque chose qui a un coût. Et ça, en fait, il faut qu'on l'explicite à nos clients. Voilà. Pour que derrière, effectivement, ils achètent en connaissance de cause et ils soient conscients de la qualité, en fait, qui est injectée dans la production de ces produits. On s'est aussi aperçu
On le sait tous, en restauration collective, en fait, vis-à-vis notamment de la loi Egalim, etc., nos clients ont des trajectoires, on va dire Egalim, qui sont différentes, ont des demandes plus ou moins importantes en fait en produits locaux. Mais on s'est aperçu aussi qu'au sein même en fait de nos équipes, cette souveraineté alimentaire, en fait, elle avait du sens. Travailler des produits locaux pour nos équipes, ça revêt davantage de sens, et on sait qu'aujourd'hui, on l'a observé, on l'entend régulièrement et on le voit régulièrement. Demain, par exemple, Sodexo sera présent au Salon des Agricultures de Provence. Nos équipes cuisinent des produits locaux et je peux vous garantir que je n'ai pas eu besoin de leur demander 10 fois d'être présents à nos côtés et de valoriser ces produits. Aujourd'hui, la qualité des produits locaux, la qualité des produits de l'agriculture française sont aussi un facteur de fidélisation en fait de nos équipes, parce que la souveraineté alimentaire, c'est d'abord en fait être fier de cuisiner ce qui se produit sur le territoire. Yves, comment finalement parler de souveraineté alimentaire, mais sans semences forcément, avec une dépendance au niveau de l'énergie parfois, sans protéines d'importation, sans tous ces éléments-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme vision sur cette souveraineté alimentaire, j'allais dire à la française? Je rebondirai sur les propos de Madame la Ministre. Parlons peut-être de souveraineté européenne par son agriculture. La souveraineté, c'est certes la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté par rapport à notre capacité à continuer à exporter et à garder à minima nos parts de marché dans le monde. Ça veut dire exporter plus en volume. C'est un enjeu, savoir si l'Union européenne demeure une puissance mondiale de premier ordre ou pas. Et puis, c'est notre capacité à avoir une agriculture qui répond aux besoins que nous avons mentionnés tout à l'heure, aux besoins nouveaux, aux marchés nouveaux. C'est la somme des trois dans la limite de ce qui est réaliste. Rêver en couleur, ça n'a jamais fait fonctionner ni avancer. Or, aujourd'hui, j'avais un visuel, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à être passé. Cette souveraineté, on ne peut la définir qu'en regardant l'élément production, l'élément économie, l'élément consommateur, les composantes environnement et les composantes bioéconomie. Nous avons dans l'Union européenne et en France deux grosses faiblesses. Une faiblesse au niveau de l'économie et une faiblesse au niveau de la bioéconomie. Il faut peut-être, certes, penser à la PAC, c'est important, vous le mentionnez, Madame la Ministre, une PAC cohérente, une PAC autonome avec un budget important. Non, ce n'était pas celui-là, mais celui-là répondait à une question qui était soulevée par Madame la Ministre sur les quantités à mobiliser et ce qui était réaliste, non pas à caractéristiques constantes, mais en se projetant aussi dans un monde, et c'est lié à la souveraineté, dans un monde où la génétique compte, et je parle notamment du règlement actuellement en trilogue sur les nouvelles techniques génomiques qui doit apporter énormément, dans un monde où on investit, et dans un monde où on investit aussi dans l'eau. Pour le coup, si on revient sur le point de la souveraineté alimentaire, et puis si on vous évite le mal de tête et l'aspirine à prendre lié à ce qui a été projeté à l'instant, c'était pas le bon, c'est pas grave. Reprenons. On va prendre un exemple. Je pense que derrière la souveraineté, si on veut l'avoir, il nous faut de la cohérence entre les politiques. Un exemple qui a été pris sur les protéines. Effectivement, nous avons un défi en matière de production de protéines. Reconnaissons humblement que le plan protéique qui a fonctionné le mieux en Europe au cours des 20 dernières années a été lié au développement des biocarburants. Aujourd'hui, quand vous produisez du biocarburant, est-ce que vous produisez la protéine en matière principale et du biocarburant inversement? On sait plutôt que c'est totalement lié et c'est positif. On fait du plus en la matière. Peut-être qu'il faudrait mettre en cohérence le règlement sur les énergies renouvelables
la législation européenne sur les énergies renouvelables et se poser la question où est-ce qu'on va et quel est le plus apporté à l'Union européenne, non pas en regardant l'agriculture, mais l'ensemble agriculture, plus qu'est-ce qu'on remplace, plus égale quel est le bénéfice européen. Et c'est ainsi qu'on arrivera, je pense, à dépasser nos limites, à encourager les investissements et à faire en sorte qu'effectivement nous soyons plus souverains globalement par l'agriculture. En tout cas, j'ai une certitude, c'est que si on n'est pas capable de dynamiser l'agriculture européenne, on sera clairement moins souverain demain et on sera moins présent dans le monde. Et personne ne nous fera de cadeau. Merci pour cette précision. Dans un instant, on va, parce qu'on voudrait avoir du temps pour les questions qui arrivent, donc vous continuez à les poser avec vous quatre. On va parler dans un instant de concurrence déloyale et des rééquilibrages compétitifs. Mais avant ça, toujours pareil, qu'est-ce qui s'est fait à l'intérieur des JA? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'autre vidéo de Terre de Gym. Regardez. Débarquerai dans ma vie comme une matinée de juin sur les plages de Normandie. Si j'avais su que tu ferais le beau temps et la pluie, que partout sur ton passage les deux sœurs si jolies, je t'aurais cherché partout tout autour du monde, je t'aurais tout fait pour ne pas perdre une seconde, je t'aurais offert chacune des mille et une nuits, les palais du Japon et les châteaux de Normandie. Sur les falaises de Normandie, je t'aurais cherché partout tout autour du monde, je t'aurais tout fait pour ne pas perdre une seconde, je t'aurais offert chacune des mille et une nuits, les palais du Japon et les châteaux de Normandie. La mascotte. Voilà ce qui nous attend en septembre prochain, Terre de Gym. C'était effectivement un élément important à présenter. On en revient, si vous le voulez bien, donc à notre troisième chapitre, cette concurrence déloyale et rééquilibrage compétitif. Alors, ça c'est revenu ces derniers mois, voire ces dernières années dans le débat public, celui de la concurrence déloyale, du déficit de compétitivité des exploitations françaises face aux exploitations européenne et mondiale. Alors, dans ce marché mondialisé, comment garantir des conditions équitables pour tous? On va y répondre, peut-être brièvement, mais la première question, comme pour les précédentes séquences, elle est posée par l'un d'entre vous. On écoute. Bonjour, je suis Jérémy Choquet, éleveur de volailles de chair dans le Morbihan et l'USGA Bretagne. Je fais cette vidéo à l'occasion du congrès SGA dans le Gers pour introduire la séquence de la compétitivité. Cette séquence me parle beaucoup parce que le poulet est devenu cette année la viande la plus consommée en France. Et même si pour moi c'est une très bonne nouvelle, c'est aussi un énorme défi. Nous devons produire plus de volailles tout en bataillant avec des pays qui ne produisent pas aux mêmes normes sanitaires et écologiques que nous, et qui peuvent donc vendre moins cher.
Ainsi, les importations dans la consommation de volaille sont passées de 25% en 2000 à 1 poulet sur 2 aujourd'hui. À titre personnel, je pense qu'on devrait avoir des signaux forts des pouvoirs publics afin d'assurer la souveraineté alimentaire sur la protéine alimentaire la plus consommée en France. Et vous, que proposez-vous pour reconstruire notre marché et proposer aux consommateurs de la viande française alors que la volaille importée leur sera toujours plus accessible financièrement? Madame la ministre, vous voyez, on est dans le concret. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour permettre justement ce rééquilibrage? Alors, il y a ce qui est de l'ordre de la concurrence déloyale brutale, c'est-à-dire des produits qui sont faits à l'autre bout du monde et qui ne respectent pas nos normes, notamment sanitaires. Parce que c'est le même consommateur qui les mange, que le produit soit importé ou importé ou produit sur place. Et pour le consommateur, avoir une viande, par exemple, dans laquelle on retrouve des traces d'antibiotiques, même s'il y a un magnifique certificat du vétérinaire local qui dit que pas du tout, c'est un problème. Et là, on a besoin clairement, et c'est vraiment la ligne qu'on porte nous au niveau européen, de renforcer les clauses miroirs, de renforcer les contrôles, d'avoir une DGCCRF qui soit européenne et qui soit aussi mordante que la nôtre et un peu équipée en termes de personnes pour faire les contrôles, parce que ça, c'est une concurrence déloyale insupportable. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, vous le disiez tout à l'heure, éduquer nos consommateurs. Éduquer nos consommateurs et redonner de la valeur à la nourriture. On voit que dans le budget des Français, la part de la nourriture s'est considérablement amenuisée, là où la part de ces outils-là et tous les abonnements auxquels ça donne lieu à côté a explosé. Et donc, il y a des choix qui ont été faits par le consommateur. Comment on essaye de renverser ça ? C'est un travail qui se passe au niveau des jeunes, je pense, l'éducation à l'alimentation. C'est un travail qui se passe dans les cantines, ce qui veut dire qu'au-delà du caractère exemplaire de l'achat public, ça doit aussi se prolonger dans l'éducation à l'alimentation, la lutte contre le gaspillage, tout ce qui peut aussi donner des moyens de dépenser moins pour manger mieux. Et c'est arriver à faire ce lien entre qualité de la nourriture et santé. Surtout que d'un point de vue de finances publiques, il n'y a pas photo. Toutes les évaluations qui sont faites sur les produits ultra transformés, etc., ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros chaque année en termes de dépenses de sécurité sociale. Donc il y a un vrai enjeu purement économique, purement de finances publiques autour de ça. Et puis la troisième chose, c'est qu'il faut aussi reconnaître lorsque dans notre stratégie, il y a des défauts. La premiumisation qui a beaucoup été poussée alors qu'il n'y a pas forcément de débouchés derrière pour les consommateurs, c'est un problème. Demander à des agriculteurs de s'installer en bio si le marché est en train de sombrer, ça ne va pas. Et on a probablement eu parfois un petit peu trop de tendance à, plutôt que de préserver la continuité et s'assurer que les agriculteurs en bio et le bon niveau de revenu, à vouloir accélérer la conversion pour finalement s'apercevoir que le marché n'était pas au rendez-vous. Et ça, c'est une responsabilité publique que je crois il faut assumer et ça doit nous inviter à évoluer. De même qu'une partie de notre manque de compétitivité, c'est aussi un choix de société et un modèle social. Enfin, on ne peut pas reprocher à d'autres pays de faire un choix de société sur l'âge de départ à la retraite ou d'autres choses comme ça, ou le niveau de protection sociale. Nous faisons des choix de société qui ont un impact sur le prix de nos intrants. Eh bien, derrière, il faut être capable de mettre de la valeur dans le produit qui soit à la hauteur de ça. Alors, autre question qui en découle, comment réduire ce différentiel le plus possible? Vous y avez répondu en partie, mais comment aller plus loin pour assurer ça? C'est ce qu'on essaye de faire aussi par un certain nombre de réformes qui visent à avoir un modèle social qui soit toujours aussi exigeant, mais qui soit peut-être un peu moins coûteux. Je veux dire, ça, c'est les grands enjeux autour de la sécurité sociale, etc., qui ont des impacts sur toute la filière. Si vous dégagez
plus de pouvoir d'achat pour les Français, ils sont plus capables de payer aussi leur alimentation. Si vous dégagez plus de salaire, mais en face, c'est aussi une question d'équilibre entre travail, taux d'emploi, etc. Donc c'est cette mécanique-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, quand j'entends des gens qui disent c'est quand même scandaleux, les autres sont payés moins cher dans d'autres pays, ouais d'accord, mais ils ont fait des choix de société différents aussi, ils n'ont pas le même niveau de sécurité sociale, ils n'ont pas les mêmes cordes de rappel pour les protéger, et ça les rend plus compétitifs sur d'autres aspects. C'est pas illogique. Yves Madrin, cette histoire en tous les cas, cette problématique de concurrence déloyale, comment on rééquilibre les choses? Comment on garantit finalement un équilibre juste? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans cette problématique. Il y a le niveau de concurrence déloyale intra-européenne. Et là, ça passe par plus de communs, par plus d'Europe, par plus de décisions prises au niveau européen et peut-être moins de flexibilité laissée aux États membres dans leur choix de décliner de façon plus ou moins forte, plus ou moins souple les éléments. Je prends juste un exemple où, pour le coup, la France est plutôt bien lotie. Dans la PAC, le GAEC 5, la BCAE 5, ça doit parler. En France et dans 22 pays, les règles sont relativement homogènes. Et puis il y a 5 pays qui se sont fait plaisir, réellement plaisir, et qui font en sorte que, à peu près, sur les parcelles, c'est à peu près 30% de la parcelle qui est gelée, de fait. Et impossible pour ces pays qui réalisent après coup, après l'avoir mis dans le plan stratégique national, que finalement c'était peut-être une erreur, de recaler. Ils sont allés voir la Commission, qui répond « Mais attendez, le plan stratégique national, on vous a donné de la liberté, vous l'avez usé. Maintenant, si vous changez quelque chose, vous changez tout. » Et c'est la galère. Donc peut-être effectivement, quelque part, plus de communs. Et je le dis à dessein aujourd'hui, à quelques semaines de la proposition de Mme von der Leyen sur le budget européen et de la réforme de la PAC qui sera présentée le même jour. La tendance facile, quand on n'a pas de vision claire, forte pour l'Union européenne, c'est de renvoyer la balle aux États membres en leur disant « La dernière fois, on vous a donné de la flexibilité pour mettre en œuvre, et bien là, on va vous donner de la flexibilité pour définir la stratégie. » 27 stratégies nationales, ça ne fait parfois pas une stratégie européenne forte. Donc là, et puis, il y a le côté international. Et je ne vais pas être trop long parce que Madame la Ministre veut réintervenir. Au niveau international, moi je pense que la réciprocité, c'est quelque chose de clé. Alors volontairement, je n'avais pas pris le terme clause miroir, parce que les clauses miroirs, elles fonctionnent sur certains points, elles ne fonctionneront pas sur tout. Soyons honnêtes. Et il faut le reconnaître. Je ne voudrais pas que le mot clause miroir soit la même chose que ce qui, il y a quelques années, vous a été proposé, de la montée en gamme, comme vous l'avez mentionné, où à la fin, c'est du miroir aux alouettes. Donc soyons concrets, il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas. Madame la Ministre. Oui, je disais qu'il faut aussi qu'on sache balayer devant sa porte. C'est intéressant ce que vous dites sur la PAC en disant au fond il faut plus de communs. Mais est-ce que c'est pas révélateur du fait qu'on a une tentation qu'on a souvent, qu'on remet souvent, qu'on fait souvent Monsieur Plus en France, c'est-à-dire qu'il y a le texte européen et puis on en rajoute une petite couche parce que nous on est meilleurs que les autres. Et à la fin, à force de rajouter des petites couches, on se retrouve en difficulté. Moi, Et pardon. Moi, je suis ministre de l'écologie aujourd'hui. J'ai été ministre de plein d'autres choses avant. Et en tant que ministre de l'écologie, je suis parfois frappée d'un truc. C'est que même pour mes projets écologiques, les procédures que je dois gérer sont terriblement compliquées et je n'arrive pas à sortir les projets. Donc vous voyez, un partout, balle au centre. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'écologie ne doit pas rimer avec bureaucratie. Mais inversement,
il faut aussi que on soit cohérent. Les autres pays européens, ils ne demandent pas à ce qu'il y ait un commun. Parce que les autres pays européens, ils se disciplinent et ils adaptent localement, ils ont besoin de subsidiarité. Comme moi, je vais demander au niveau européen, mais faites-nous une règle unique, faites-nous un règlement, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de transposition et donc j'aurai pas de surtransposition, ce que j'ai fait sur certains sujets. Les autres me regardent en rigolant et en disant, mais en fait, c'est à votre niveau qu'il faut gérer ça. Alors, pour vous rassurer, la roue tourne. Sur l'histoire de surtransposition, soyons honnêtes, la France a un certain génie naturel, vous l'avez mentionné, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a quelques années, le gouvernement français m'avait demandé d'aller en poste au Royaume-Uni, quand le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne. J'ai vu des choses absolument fabuleuses. Vous aviez des circulaires de 10 pages, ils en avaient de 52 pages. Mais ça n'excuse pas le génie français en la matière. Mais je pense que le commun, l'important, est en train de revenir à grand galop dans les esprits des États membres. Le Conseil des ministres de l'Agriculture, Madame la ministre est présente, a été extrêmement explicite en la matière à plusieurs fois, et encore très très récemment. Le Parlement européen l'est. A priori, il y a un problème de surdité passagère au niveau du 13e étage du Berlemont, l'immeuble des commissaires et de la présidente de l'Union européenne. C'est pas en faisant un mix, un pot commun où tout se retrouve et rien n'existe, où on va piocher dedans allègrement sur l'événement du moment, et puis après on vous dira, en ayant pioché dans la caisse commune, sur vos politiques, puisqu'on vous a donné la capacité à faire votre propre stratégie, débrouillez-vous avec l'argent qui reste. Et puis vous cofinancerez. Mais les États membres seront-ils tous en état de cofinancer? On a expérimenté l'affaire entre 2021 et 2024. Les aides d'État autorisées par la Commission européenne au titre Covid-Ukraine, ça a été du cofinancement du premier pilier. Ça a été merveilleux. La France a cofinancé partiellement le coût, l'inflation. Par contre, il y a 3 pays qui ont été les champions, et notamment un qui a été les Pays-Bas. Ils ont mis en place des aides d'État qui ont doublé la mise des aides directes PAC chez eux. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont financé par aide d'État, compensé, entre guillemets, l'équivalent de 700% du coût de l'inflation chez eux pour leurs agriculteurs. On suivra? J'ai des doutes. Rapidement, si vous, Philippe Dupouy, parce qu'il y a des questions qui arrivent et il y en a qui vous concernent et on voudrait avoir le temps de toutes les poser, en tous les cas au maximum. Cette question pour vous au niveau du département du Gers. Oui, rapidement. Moi, je vais faire une réponse un petit peu plus générale. Oui. Le département du Gers ne s'inscrit que dans un paysage français. Pour rebondir un petit peu sur les propos de Madame la ministre et pour aller dans son sens, je pense comment on peut accepter qu'on impose à nos agriculteurs des normes environnementales, sociales, sanitaires, mais qu'on continue à laisser entrer dans notre marché des produits qui ne respectent aucune de ces exigences. C'est à la fois incohérent, irresponsable et destructeur pour nos agriculteurs et nos exploitations, pour l'emploi rural, pour la santé et la confiance des citoyens. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est du bon sens. Ce qu'on appelle peut-être le bon sens paysan, que quelquefois on a un peu tendance à oublier. Un autre point, je pense que éviter ou dans tous les cas lutter contre la concurrence déloyale, c'est aussi dire non à des accords par exemple comme le Mercosur. Je crois que c'est important aussi à un moment donné de pouvoir dire non, c'est pas possible d'avoir des relations commerciales avec des pays qui ne respectent rien du tout de ce qui nous est imposé aujourd'hui. Donc voilà, quelques principes. Je crois que dès lors qu'on sait faire en France, pourquoi faire entrer des produits de moindre qualité sur notre territoire ?
Merci beaucoup. Un mot de conclusion avec vous, Isabelle. Je rappelle, vous pouvez poser vos questions. Donc, dans un instant, on va y répondre sur ces notions-là chez Sodexo. Comment vous les abordez? En restauration collective, on considère qu'en fait, le rééquilibrage économique, en fait, n'est pas, le prix n'est pas le seul élément de rééquilibrage économique. On l'évoquait tout à l'heure, en fait, le rapport coût-valeur. Ouais. Quel est le coût du produit et quelles sont, en fait, ses externalités environnementales positives? Et l'environnement, c'est pas, uniquement la biodiversité, etc. C'est l'environnement global, l'environnement sociétal. Aujourd'hui, on a le Code des marchés publics européens. C'est vrai que ça nous embête un petit peu et que cette loi Egalim, finalement, elle est formidable parce qu'elle vient, rehausser, le niveau qualitatif de la restauration collective. Mais il y a ce petit bout qui manque un petit peu de pouvoir, en fait, valoriser les produits locaux. Donc, on est très en attente et je sais que c'est en chantier au niveau du ministère qu'on nous appuie un petit peu sur la question des externalités environnementales positives parce qu'aujourd'hui, en fait, un acheteur public, il ne sait pas actionner, on va dire, cette expression-là, cette composante des externalités environnementales. Donc, on a besoin, en fait, d'un référentiel, en fait, qui soit produit au niveau national. Et ça, c'est en cours. Et on a besoin, en fait, que les collectivités acceptent de recourir, en fait, à des éléments plus qualitatifs, en fait, dans la notation des offres de restauration collective. Merci beaucoup. Dans un instant, donc, vos questions, les premières sont arrivées. Je vais vous les lire, mais tout de suite, on va regarder un petit teaser. Ce sera votre prochain congrès 2026. Où, quand, comment, vous allez le savoir tout de suite. Dans un monde où les agriculteurs sont jeunes, mais n'ont pas que ça comme qualité. Dans un département d'irréductible GIA qui résiste encore à l'envahisseur. Le beurre de Bresse est plus doux qu'un plaid en alpaga, où les poissons des Dombes nagent en freestyle synchronisé, où le poulet de Bresse est tellement patriote qu'il arbore les couleurs du drapeau tricolore, et où le fromage est tellement affiné qu'il a un contenu glissant. En 2026, quelque chose de grand, de très grand, va germer. Du 2 au 4 juin, à Interexpo, dans le très puissant, très majestueux, très diversifié département de l'Ain. C'est ici que les jeunes agriculteurs de l'Ain préparent le Congrès national. 3 jours de débat, d'animation, de ripaille et de très très bons fromages. Bourg-en-Bresse. Et pas Bourg-en-Bresse, attention, on vous surveille. Une ville si centrale que même les GPS te disent « Oh bah oui, ça c'est pratique !» Temps de trajet depuis n'importe où, raisonnable. Stationnement, facile. Bière, disponible. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer aujourd'hui les GIA en général, c'est surtout de la convivialité. Un moment où on est venu me chercher pour faire la fête. On vous attend, on a tout, même notre potion magique et notre propre mascotte. Pas de bière, pas de débat. Pas de débat, pas de héros. Pas de héros, pas de héros. Des vaches, des poissons, des poulets, des GIA motivés, un centre de congrès tout en un, des débats, de l'engagement, du fromage, de la crème, du vin, du beurre, du dynamisme, de la solidarité, du panache, des animations nocturnes, des soirées qu'on n'a pas trop le droit de détailler dans cette bonne annonce. On ne garantit rien, mais on n'exclut rien. Venez dans l'Ain, le number 1 des départements de France, où la convivialité est une arme de dissuasion massive. Un territoire où les laboureurs sont plus rapides que des tracteurs. Tellement précis qu'ils deviennent des légendes. Ici on ne discute pas, on revendique. Ici on ne fait pas la sieste, on négocie grâce à des bastions de résistants pour qui le syndicalisme, ce n'est pas du cinéma, mais de la conviction. Ici on ne communique pas peu, on communique beaucoup. Trop ? Jamais. Ici, les fêtes agricoles sont légendaires. On y vient en botte et on repart en dansant le rigobo. Ici on partage tout, sauf le dernier morceau de fromage. Oubliez Bali, oubliez Ibiza, venez vivre l'expérience indienne. Dans l'Ain, on a tout, parce qu'être premier, ça ne s'improvise pas. Voilà. L'Ain, l'unique, l'indomptable, l'incroyablement diversifié. Venez pour le syndicalisme et restez pour la convivialité. Je ne sais pas si les acteurs de la vidéo sont dans la salle. Ça va être bien. Ça va être très bien même.
Allez, à dans un an. Cocotte, cocotte. Tu n'avances pas du tout, cocotte. Allez, c'est parti, cocotte. On va dans l'un. On va dans l'un. Bravo en tous les cas. Dans Bravo. Le département de l'Ain, j'ai fait la première tournée départementale dans ce très beau département, très riche département. On peut voir une grande mixité de la production dans l'Ain et c'est ça qui en donne la richesse. Voilà. Direction l'Ain l'année prochaine. Alors, si vous le voulez bien, on va se donner à peu près une petite demi-heure, une vingtaine de minutes pour essayer de répondre aux questions. Donc, elles sont arrivées. La première vous concerne, Madame la Ministre. Je vais vous la lire. Donc, elle est arrivée au numéro qui s'est affiché. Madame la Ministre, donc, vous avez été ministre de l'Agriculture. Donc, vous connaissez les impasses auxquelles nous sommes confrontés concernant les produits phytopharmaceutiques. Pourtant, il y a 3 jours, je cite, vous avez qualifié de petite boutique des horreurs le projet de loi, la proposition de loi Duplon. Ma question est simple, elle vient de m'arriver comme ça. Pourquoi êtes-vous opposé aux propositions de cette PPL, notamment celle concernant l'acétamipride, qui permettra à certaines productions de ne pas aller dans le mur ? Alors, je m'attendais un peu à la question, je ne vais pas vous le cacher. J'ai dit que la proposition de loi initiale était une petite boutique des horreurs et que nous avions travaillé avec ma collègue, que je ne vois pas parce qu'elle est... Voilà, qui secoue la main. Bonjour Annie. Que nous avions travaillé à faire en sorte justement que ce projet de loi tourne. Et nous sommes d'accord sur tous les articles, sauf l'article 2, sur lequel on a une divergence. Alors, une divergence sur un seul élément, puisqu'on est aussi d'accord sur la rédaction, parce qu'il y a plusieurs éléments, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas forcément passionnant. Ça, c'est le premier point. Donc, aujourd'hui, et je l'ai dit aussi publiquement, moi, je suis très à l'aise sur tous les autres articles, à l'exception de celui sur l'acétamipride. Bon. Sur l'acétamipride, c'est mon point de vue personnel, il n'a pas changé. Je le précise, il n'a pas changé puisque Arnaud Rousseau le sait, nous en avons beaucoup parlé ensemble, j'avais le même point de vue à l'agriculture. Il y a une molécule dans les néonicotinoïdes qui est encore aujourd'hui autorisée sur les 5 qui ont été interdites en 2015 en France et qui en fait, sur les 5, 3 ont depuis été interdites en Europe. Une est uniquement autorisée sous serre et la dernière est l'acétamipride. L'acétamipride, c'est une molécule qui a le même mode d'action que les autres qui ont été interdites. Vous avez un certain nombre d'études scientifiques qui donnent des signaux faibles qui montrent que c'est problématique. C'est normal, c'est un biocide, donc ce serait surprenant que ce biocide attaque juste le ravageur qu'on veut buter et pas autre chose. Et toute la question, c'est quel est le rapport coût-bénéfice qu'on accepte. Rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire quels sont les usages qu'on s'autorise, dans quelles conditions on le met, avec quel équipement de sécurité. Mais moi, je pense que les agriculteurs ont bien compris qu'il fallait s'équiper et que ça, c'est plutôt derrière nous par rapport à il y a 30 ans. Et qu'est-ce qui reste dans les milieux ? L'acétamipride est une molécule qui a une faible durée de vie. Simplement, elle laisse des métabolites dans les milieux. Et moi, ministre de l'écologie aujourd'hui, je ferme des points de captage parce que j'ai des métabolites aujourd'hui en quantité importante de produits qui sont interdits depuis 30 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit des gens qui trichent. Je pense tout simplement que ces métabolites persistent. J'ai des points d'eau aujourd'hui qui sont qui livrent l'eau potable à plus de 300 000 personnes. Si le point de captage bascule, je ne sais pas alimenter 300 000 personnes en eau potable. Ça, c'est le type d'éléments qui nourrissent mon quotidien. Ensuite, sur les filières qui sont concernées. Sur la filière betterave, depuis plusieurs années, on a investi, et moi je soutiens très fortement cette démarche, le PARSADA, tous les investissements qui visent à définir de nouveaux itinéraires techniques pour remplacer ces molécules. C'est difficile, c'est une prise de risque. Je pense que dans ces investissements, il faut bien
financer aussi la prise de risque des agriculteurs. C'est le dispositif PRAM. Et quand on revient sur ces budgets, je pense que ce n'est pas des bonnes décisions d'avenir. Voilà. En revanche, tout le travail qu'on a fait ces dernières années, s'il devait s'arrêter comme ça du jour au lendemain, je pense qu'on perdrait une dynamique. Au profit de quoi? Au profit de quelque chose dont on peut penser qu'assez probablement ça sera interdit dans un avenir raisonnablement récent. C'est mon appréciation des choses. Je sais que d'autres ne le pensent pas. Mais c'est mon appréciation des choses et en responsabilité politique, c'est ce que je porte. Sur la filière noisette, il n'y a pas, je suis totalement d'accord, aujourd'hui nous n'avons pas encore d'alternative ou si peu. On commence à être sur des insectes stériles, des choses comme ça, mais ce n'est pas encore solide. Effectivement, c'est 300 producteurs qui sont dans une impasse. Mais la question que je pose, c'est est-ce que vous pensez que la firme va aller dépenser beaucoup d'argent pour 300 producteurs? C'est là où, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, il y a un sujet de ne pas faire de fausses promesses aux agriculteurs. Et en revanche, là où moi je pense que je rejoins Annie Genevard, c'est qu'il faut investir dans les alternatives. Il faut effectivement, sur les choses et les produits qui sont problématiques et dont on peut penser qu'à un moment ils risquent d'être interdits, prendre le taureau par les cornes et mettre le paquet avec l'ANSES, avec les centres techniques, avec les filières et avec des start-up et les firmes pour avancer et ne pas mettre les agriculteurs dans des impasses. Mais encore une fois, l'acétamipride, c'est le seul produit qui, législativement, le seul, est un écart avec les autres Européens. Alors, vous savez comme moi qu'il y a d'autres écarts qui ne sont pas de nature législative. Attaquons-nous à ça. Autre question, elle est encore pour vous, Madame la Ministre. Vous parlez de l'importance de l'adaptation au changement climatique. Vous le savez, on y est très attaché. La LOA a créé un diagnostic agricole avec un module sur l'adaptation au changement climatique. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de construire ensemble ce module avec un objectif de le rendre accessible rapidement et qu'il soit pertinent d'un point de vue agricole? Avec grand plaisir. Ça, c'est simple. Donc voilà, c'est leur poser autre question, parce que je sais que votre temps est compté. Donc je me permets de poser les questions qui vous sont adressées. Pas d'interdiction sans solution. Ce slogan a été repris par beaucoup et par vous, m'écrit-on, même lorsque vous avez présenté le plan Éco-Phyto l'année dernière. Mais après ce slogan, nous constatons peu d'actes, me dit-on. Nous sommes donc toujours en difficulté face aux producteurs d'autres pays, toujours en difficulté pour protéger réellement nos cultures. En un mot, sommes-nous toujours en difficulté pour vivre de notre production? Que comptez-vous faire? Je pense que je l'ai pas mal développé dans la première question, c'est qu'il faut investir massivement, et pas seulement au niveau français, c'est-à-dire qu'il faut investir massivement au niveau européen. Moi, j'ai porté une note des autorités françaises qui avait été partagée là aussi, mais c'est la filière environnement, sur le fait qu'on mette en place l'équivalent de ce qu'on a fait sur la batterie électrique ou sur l'hydrogène en matière d'alternatives aux phytosanitaires. Je veux dire, si l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie investissent, et si l'Europe investit dans des alternatives et des itinéraires techniques alternatifs, je pense qu'on ira plus vite. Si on arrive à sortir ce fichu texte sur les nouvelles techniques génomiques, je pense qu'on ira plus vite. Une question un peu similaire, hein, c'était effectivement comment aider les filières qui sont en difficulté. Une question concernant l'IA aussi, me dit-on. Demain, l'IA va nous aider sur la transition écologique. On en entend parler au quotidien. Nous n'avons pas le choix de prendre le train. Quelle est votre position, Madame la Ministre, sur cet outil? Moi, je considère que... Enfin, on a une position très claire. Hein, j'ai une position très claire. L'IA, on ne va pas pouvoir s'en passer. Il faut la concentrer sur les usages qui ont de la valeur, et une IA se développe de manière sobre ou de manière un peu compulsive, enfin je veux dire où on consomme de l'énergie et on consomme de l'eau. Et donc nous on porte un référentiel de développement de l'intelligence artificielle qui soit sobre, ça veut dire c'est du bon codage, c'est une bonne façon de gérer l'énergie, c'est une bonne façon de gérer l'eau, ça existe, il y a des technologies qui sont tout à fait pointues sur ça, mais on ne pourra pas s'en passer. Mais l'IA destinée au monde agricole, c'est quand même plus utile que générer des images de chats sur ChatGPT.
Autre question qui vous concerne également dans le cadre des réunions régionales sur la planification écologique. Les enjeux sont souvent pris sous le prisme des consommations directes et indirectes, de GS internes. Mais qu'en est-il de l'intégration de ces consommations via les importations? Alors, je vous lis la question. Dans le cadre des réunions régionales, c'est des gaz à effet de serre internes. Oui, c'était ça, des gaz à effet de serre. Alors, je porte effectivement, moi, dans les négociations climatiques, la prise en compte de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être seulement dans une logique de diminution de nos gaz à effet de serre et ensuite importer massivement des gaz à effet de serre, parce que nous importons des produits qui sont réalisés avec des mix énergétiques beaucoup plus carbonés que les nôtres. Donc c'est effectivement une position de la France au niveau européen, notamment dans la négociation des futurs objectifs type 2040, de baisse de gaz à effet de serre. Question pour vous, mais aussi Monsieur Dupuy qui est à côté de vous. Comment produire 25% de biomasse en plus alors même que le besoin en logement va s'accentuer d'ici 2050 et donc consommer encore plus de terres agricoles? Alors ça s'appelle le zéro artificialisation nette, dites donc. Parce que le zéro artificialisation nette, je le dis pour vous, ça protège les terres agricoles. Oui, tout à fait. Et c'est aussi par la réintroduction de haies champêtres, etc. L'agroforesterie, Madame la Ministre en a parlé. Alors bien sûr que ce n'est pas une réponse qui est complètement satisfaisante et qui ne satisfait pas tout le monde, mais dans tous les cas, c'est une réponse. Enfin, on me repose la question vous concernant, Madame la Ministre, sur la loi d'orientation agricole, donc sur l'opportunité de construire un module ensemble, un modèle ensemble. Vous dites chiche. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, développer comment? Je ne vais pas le faire sur place, moi je n'ai pas les compétences pour faire ça personnellement, mais on avait prévu avec le président de la Chambre d'agriculture de remettre en place des réunions mensuelles pour porter un certain nombre de sujets. On sait qu'on a le plan Ecophyto, on sait qu'on a le sujet du stockage et de l'utilisation de l'eau et de la gouvernance. Je lance une conférence, enfin plutôt le Premier ministre lance une grande conférence nationale sur l'eau, mais qui en réalité va se décliner territoire par territoire, où on aura des sujets de justement partage de la ressource, gouvernance partagée et qui paye quoi, parce qu'on va avoir aussi ce sujet un peu, j'imagine, crispant de la redevance pour pollution diffuse, mais tout ça doit être évoqué. Donc c'est autant de dossiers qu'on doit prendre avec le président de la Chambre d'agriculture, et je souhaite qu'on prenne aussi ce dossier-là, évidemment avec les syndicats, mais je dirais mon entrée institutionnelle, c'est la Chambre d'agri. Comme on va vous libérer, j'aimerais quand même, on posera d'autres questions, il y en a qui vous sont concernées, mais je vais vous libérer parce que votre agenda est minuté. Un mot de conclusion, ce qu'on doit retenir, en tous les cas, le message que vous voulez faire passer aujourd'hui à l'occasion de ce congrès. Mon mot de conclusion, c'est que le déni climatique est une arme de destruction massive et qu'aucune loi ne l'arrêtera. Donc le sujet aujourd'hui que nous avons, c'est effectivement, mais vous m'avez tendu la perche, c'est de travailler à ces modèles, et il faut qu'on y travaille avec le ministère de l'Agriculture, de comment on accompagne les agriculteurs face au dérèglement climatique. Et notre exercice pratique évident, c'est le plan Méditerranée, qu'on avait lancé l'année dernière et qui a vocation à accompagner les agriculteurs dans des changements d'itinéraire technique, mais des changements aussi de culture, et qu'on arrive à ponter avec la notion de souveraineté alimentaire, parce qu'il faut aussi que nous soyons capables de formuler ce dont on a besoin comme production agricole et de à peu près les positionner sur des territoires qui soient cohérents de manière pédoclimatique. Donc ce n'est pas un exercice facile, mais je trouve que le plan Méditerranée est un bon exercice pour se poser la question de comment on accompagne le dérèglement climatique. Et sur l'eau, on va travailler en parallèle. On est totalement convaincus que c'est une absolue nécessité. Merci, je vous libère parce que vous devez reprendre la route. Merci Agnès Pannier-Runacher pour cet exercice sans filtre, sans filet. Je vais continuer, j'ai encore quelques questions à vous trois également. Une pour Yves. La planification à l'échelle nationale ne risque-t-elle pas de se heurter aux dynamiques imprévisibles et à la concurrence exacerbée du marché mondial ? Alors c'est là où on reboucle avec l'idée de planification. C'est quoi ? Si c'est se fixer un objectif et vous dire, vous entrepreneurs, vous prenez les moyens qu'il faut au moment où vous jugez le plus pertinent
pour y arriver en précisément acceptant les aléas du temps, ça va déjà mieux. 2, si nous vivons où on croit à un monde de perlimpinpin dans lequel tous nos partenaires internationaux nous veulent avant tout du bien et seront très attentifs à ce qu'on a en tête. Non, il faut savoir se protéger et des règles claires et équitables de commerce, c'est la base de tout. Et réellement, ça commence aujourd'hui. On a un règlement anti-déforestation dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on attend pour l'appliquer ? Actuellement, on accepte, et c'est en masse, des importations frauduleuses de pseudo-huile usagée, qui est en fait de l'huile de palme. Ça coule nos industries. Qu'est-ce qu'on attend ? Question qui s'adresse à vous, Philippe Dupuy, et à vous, Isabelle. La loi Egalim est en place depuis plusieurs années maintenant. Le volet restauration collective, le constat est sans appel. Trop peu de cantines atteignent les objectifs fixés par le gouvernement. Comment peut-on parler de planification quand même l'État, les collectivités n'arrivent pas à les respecter? Et quels correctifs envisager pour pallier cette problématique? Qui veut commencer? Allez-y, Philippe. Alors je pense qu'on fait partie malgré tout des départements qui sont les plus en pointe sur le sujet on a 70% des produits qui sont utilisés dans nos cantines et les collèges, je parle que ce que je connais, mais comme je sais que la région en fait de même au niveau des lycées, et bon nombre de collectivités, de communes ou intercommunalités qui ont la compétence du primaire font de même, avec donc voilà une volonté d'utilisation des produits locaux, des produits de qualité, qui sont encore une fois, je le répète, mais ce sont des sommes non négligeables qui sont allouées en direction finalement de notre agriculture directe. Alors bien évidemment, les circuits courts, comme ça a pu être dit, y compris hier soir, ça n'est pas la réponse à tout, bien évidemment, mais pour autant, en ce qui nous concerne, en tous les cas, nous continuons et chaque année, nous progressons dans le domaine, dans l'ensemble de nos établissements. Nous avons 100% des établissements qui sont d'ores et déjà certifiés. Voilà, au travers de notre organisme certificateur EcoCert que tout le monde connaît, qui se trouve dans le Gers. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons et ce que nous poursuivrons et ce que nous accentuerons dans les années à venir. Isabelle, sur cette question, comment améliorer ? La question est juste, en fait, aujourd'hui en restauration collective, en fait, tous nos clients n'ont pas eu les mêmes trajectoires qualitatives. Vous avez des collectivités territoriales qui sont engagées dans la valorisation des produits locaux depuis une quinzaine d'années. Donc, bien évidemment, quand la loi Egalim est arrivée, ces collectivités territoriales, elles étaient prêtes et elles étaient quasi pour la plupart au niveau de la loi Egalim. Toutes ne sont pas au même niveau. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'accompagner en fait des trajectoires proposées aux collectivités territoriales sur la durée d'un marché, de passer de 30% Egalim à 50%, année après année, avec des paliers successifs, des paliers sur lesquels on essaie d'être le plus explicite possible. Parce que souvent ces collectivités territoriales, elles n'ont pas forcément les équipements nécessaires, elles n'ont pas forcément la formation et la professionnalisation des équipes, donc c'est des choses que l'on accompagne en fait sur ces paliers. On essaie d'être particulièrement concret, mais c'est vrai, toutes les collectivités territoriales, et on est les premiers, nos sociétés de restauration collective, à en pâtir, parce que par exemple quand on produit pour une quinzaine de clients depuis une cuisine centrale, cette trajectoire Egalim étant différente, on va dire des à-coups en matière de production qui sont complexes à gérer sur les cuisines entre des clients qui seraient à 30% d'Egalim, d'autres à 50% et d'autres à plus, et dont on doit respecter les contrats. Voilà, ça c'est quelque chose de très important en fait pour les accompagner. Il y a un élément que j'ai oublié, que je voulais vous partager. Vous pouvez me reposer la question ? La question, c'est comment on améliore effectivement par rapport à la loi Egalim cette relation de nos agriculteurs avec la restauration collective et les collectivités. Et après, ce qui est important, en fait, c'est de poursuivre en fait ce travail de pédagogie, de professionnalisation des collectivités. Moi, j'attends beaucoup en fait de la partie externalité environnementale positive que le gouvernement est en train de travailler. Donc, il y a des filières qui sont plus prêtes que d'autres, notamment la viande et les poissons. Donc, tant mieux, parce que c'est
des produits qui pèsent lourd, effectivement, dans Egalim. Et sinon, ce que je peux vous assurer, c'est qu'en tout cas, nous, restauration collective privée, on est particulièrement contrôlés par l'État. Et l'État, on le sait, on l'a découvert en fait récemment au travers d'échanges avec les DDT, d'échanges également avec les commissions régionales des comptes. En fait, on a découvert en fait que l'ensemble de ces organes étaient particulièrement challengés et quelque part, en fait, ça nous fait plaisir parce qu'au travers, effectivement, de ces contrôles, on voit, on découvre, on peut partager, nous, toute la difficulté qu'on a parfois à mettre en avant cette loi Egalim, mais on sait effectivement qu'on est challengé et qu'on va dans le bon sens. Puisque vous avez le micro, on arrive au terme de cette table ronde. On va passer dans un instant aux cérémonies de remise de prix, j'en dis pas plus. Un mot de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, ce matin, aux jeunes agriculteurs sur leur avenir, leur métier et l'agriculture? J'ai envie de dire un petit peu ce que Madame la Ministre évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est à la croisée, on est en construction de nouveaux modèles. Ça suppose, on l'évoquait tout à l'heure, des prises de risques. Ça suppose de partager. Moi, je suis ouverte et j'allais dire, je parle au nom de Sodexo aujourd'hui. Sodexo est ouvert à partager peut-être davantage avec les jeunes agriculteurs au travers d'instances dédiées, au travers d'échanges qu'on peut avoir aussi au sein des PAT. Qui, encore une fois, les PAT, pour nous, sont des lieux de dialogue et d'interconnaissance, en fait, particulièrement riches et particulièrement, en fait, riches pour avancer ensemble sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, nos communs. Voilà. Donc, nouveau modèle, nouvelle transition, nouveau mode de collaboration et prenant le temps de nous connaître pour partager nos contraintes respectives. Même chose avec vous, Yves. Votre mot de conclusion en 1 minute, qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin aux jeunes agriculteurs? Alors peut-être des choses très basiques, qu'il n'y aura pas d'Europe forte sans plus d'agriculture. Il n'y aura pas de transition écologique sans plus de production agricole. C'est juste pas réaliste et puis c'est pas la réalité. Et pour les jeunes agriculteurs et les moins jeunes, croyons en votre vocation d'entrepreneur. Et quand je dis croyons, c'est vous, bien sûr, mais c'est aussi les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou européens, qu'ils y croient, qu'ils se basent dessus, qu'ils le respectent. 77% des Européens vous font confiance. Un rêve pour toute personnalité politique, 77%. Et puis vous avez dit tout à l'heure, 2026, quelque chose de très puissant. Quelque chose de très puissant pour le monde agricole. Mais 2026, il commence maintenant et il a un premier rendez-vous, c'est le 16 juillet. Budget européen, proposition de PAC. Alors qu'on s'y prépare très fortement. Merci. Même chose avec vous, Président, sur ce message. Vous permettez juste 30 secondes de complément sur la question de la loi Egalim. Je pense qu'on doit orienter la commande publique, réorienter la commande publique, simplifier les marchés de manière à n'écarter personne, parce que souvent la difficulté c'est de pouvoir rapprocher finalement le producteur et la commande publique. Et peut-être aussi jouer sur des groupements de commandes. Un mot de conclusion. Je crois que la question centrale aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais c'est comment les agriculteurs peuvent vivre dignement de leur métier et comment ils peuvent faire face au dérèglement climatique. Sur la question des revenus, une PAC plus juste peut et doit être une réponse si les prix ne suffisent pas. Sur la question du changement climatique, nous devons tous travailler ensemble et être aux côtés, bien sûr, de l'agriculture et des agriculteurs, l'État et bien évidemment les collectivités qui sont au plus près. En ce qui concerne le département, bien évidemment, nous serons et nous continuerons le travail qui a été engagé au travers de notre PAT, au travers de notre soutien aux filières et l'accompagnement de la transmission d'exploitation pour répondre à un slogan. Je ne sais pas qui l'attribuer, peu importe, pas de pays sans paysans. Merci à tous les trois, merci infiniment. Je crois qu'on peut quand même vous applaudir. On va vous libérer. Isabelle Descloseaux, Philippe Dupouille et Yves Madre pour cette table ronde.